moi, j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais que quelqu'un qui est un européiste m'explique les avantages d'avoir une von der Leyen non élue, c'est-à-dire une espèce de mafieuse aux commandes. Et qui, aujourd'hui, alors ça c'est extraordinaire, parce que c'est les derniers trucs que j'ai vus, aujourd'hui, fait ses courses avec la carte bleue de l'Europe. La fille, elle est là, elle est en train de faire ses courses, sauf que c'est pas sa carte bleue, c'est la nôtre. Juste. Et moi, je suis pas d'accord pour que Madame von der Leyen se paye des petites robes bleues et jaunes pour parler devant le Parlement avec ma carte bleue. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libréris et aujourd'hui je suis avec Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On a eu beaucoup de demandes de la part des abonnés pour réaliser cet échange. Donc merci beaucoup. C'est moi. Alors est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Excellente. En Corse, tout va bien. Alors j'ai préparé quelques petites questions par rapport à l'actualité qui est particulièrement riche. On a l'inflation qui explose, on a la remontée des taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut y penser? Qu'est-ce que vous y pensez? Écoutez, en fait, l'inflation, contrairement à ce qu'essaie de nous faire avaler le gouvernement, ne vient pas de M. Poutine. Vous savez que M. Biden a appelé l'inflation Poutine. Non, c'est pas l'inflation Poutine. L'inflation, il y en avait avant. La guerre, et donc ça n'est pas lié à ça. Alors que la guerre ait précipité les choses, que la guerre ait catalysé la hausse de l'inflation, oui, bien évidemment. Maintenant, l'inflation, elle était déjà là, et surtout, son origine n'est pas la guerre. Son origine, c'est tout simple. Vous avez, normalement, vous avez une sorte d'inflation qui est l'inflation telle que on la connaît, on l'apprend en fac, etc., qui est simplement le décalage entre l'adéquation de l'offre par rapport à la demande. La demande qui peut tout d'un coup gonfler presque instantanément. Exemple type, on vous enferme, on vous confine, plus de demande, et puis on vous libère, et là tout d'un coup, demande. Et évidemment, quand vous avez cet accroissement de la demande qui arrive très vite, eh bien, une usine, ça se construit pas en 2 jours, et donc il y a un délai de latence qui fait que vous avez de l'inflation. Mais c'est pas du tout cette inflation qu'on a aujourd'hui. C'est pas une inflation de la demande par la demande. C'est une inflation qui a 2 origines. La première origine, c'est que vous avez eu, avec le Covid, une désorganisation totale des chaînes de production, d'approvisionnement, etc., que vous savez qu'il y a la politique zéro Covid en Chine qui a fait que il suffit qu'il y ait un docker sur un des principaux ports de Chine qui a un petit rhume et le nez qui coule, et on ferme le port. Et comme on ferme le port, évidemment, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Et à ce moment-là, vous coupez la production, puisque, en plus, depuis des années, on essaie de vous expliquer que avoir des stocks, c'est pas bien, d'accord ? Avoir plusieurs fournisseurs pour la même pièce, c'est pas une bonne idée, et que donc il faut travailler en flux tendu, zéro stock. Oui, d'accord, c'est très bien quand tout va bien, sauf que quand tout va mal, c'est-à-dire que quand vous bloquez les choses, eh bien à ce moment-là, vous avez un arrêt brutal, et donc qui dit arrêt dit réduction de l'offre, et à ce moment-là, vous avez des problèmes d'inflation. Et puis la principale raison de cette inflation, c'est quoi ? C'est tout simplement la planche à billets. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, où les gouvernants font semblant d'être pris par surprise, alors que ça fait 10 ans qu'on leur dit
quand on imprime comme vous imprimez, à un moment, il va falloir s'attendre à prendre le retour dans la figure. C'est ce qui se passe. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de nouveau. On les avait prévenus, on savait que ça allait arriver. Alors, on ne savait pas quand. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que en fait, l'effondrement de la monnaie, c'est quelque chose qui est une histoire de confiance, si vous voulez. Or, la confiance, c'est assez particulier parce que vous allez la perdre à un moment et vous allez la perdre tout d'un coup. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'abord confiance à 100% et puis une semaine plus tard confiance à 90%, puis une semaine après confiance à 80%. La confiance, c'est binaire. Soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance. Si vous n'avez pas confiance, c'est terminé. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, donc vous avez eu, vous savez que l'euro a passé la parité il n'y a pas très longtemps, et donc vous avez un début d'effondrement, parce qu'on a baissé de 15% depuis le début de l'année sur l'euro, mais ça n'est que le début. Voilà, donc, et cette inflation-là, si vous voulez, le problème, c'est que ce soit le zéro Covid de la Chine, donc désorganisation des chaînes, ou que ce soit l'impression monétaire, c'est pas en montant les taux que vous allez régler le problème. Hein. Le gars qui a son petit rhume au fin fond de la Chine, vous pouvez lui monter les taux autant que vous voulez. Si vous voulez, ça va pas provoquer quoi que ce soit. Et la rupture de confiance, c'est pareil. Vous pouvez monter les taux à 5% si vous voulez en Europe, ça ne changera rien. Or, ils font semblant, c'est ça qui m'étonne toujours. Quand on voit le niveau des politiques aujourd'hui, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, mais c'est quand même ahurissant de voir des gens qui disent on va maîtriser la situation, on va refaire baisser l'inflation en montant les taux. Non, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez les monter autant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez aggraver la récession, parce que là aussi, c'est magique. On est en train de nous expliquer que ça fait 20 ans qu'on nous dit « Ah mais une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB ». Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Hein, on essaie de nous trouver d'autres définitions, machin. Non, 2, c'est pas assez, il en faut 3 ou 4. Enfin, bon, c'est toujours la même méthode. Si vous voulez, si le thermomètre vous montre une température que vous n'aimez pas, vous cassez le thermomètre. Ok, d'accord, mais ça ne change pas la chose qui est que vous avez de l'inflation. Et cette inflation, je vous dis, les taux d'intérêt ne serviront à rien. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec des taux à 4% par exemple en Italie, dans des pays qui sont surendettés, mais surendettés comme on n'a jamais connu. Et c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en retard d'une guerre, si vous voulez. Ils sont en train d'utiliser les mêmes techniques qu'on utilisait, mais quand on était endetté à 60% du PIB. Or là, on n'est pas à 60% du PIB. Donc, quand vous allez monter les taux, vous allez plonger les pays dans une récession de dingue qu'on n'a jamais vue. Or, on a déjà commencé, c'est-à-dire que les 2 premiers trimestres sont en récession. Alors, je vais vous dire un truc, le PIB, vous me donnez un chiffre, hein, je vous colle le PIB dessus. C'est pas compliqué. Hein. Le PIB, c'est un calcul, exactement comme le chômage d'ailleurs, vous en faites ce que vous voulez. J'avais fait, il y a je ne sais plus, 1 an ou 2 ans, j'avais fait un papier qui était tutoriel de maquillage économique. Bon, on expliquait comment on pouvait sous-estimer l'inflation, comment on pouvait sous-estimer le chiffre du chômage, comment on pouvait surestimer le chiffre du PIB. Il n'y a rien de plus facile. Donc, si vous voulez, le gouvernement demande un PIB à 1, il aura un PIB à 1 parce que ce n'est pas très compliqué à faire. Vous changez les méthodes à chaque fois, ça ne choque personne et tout va bien. Donc, ça n'empêche que vous avez un
très fort ralentissement en Europe, et qui ne fait que commencer. On va expliquer pourquoi avec l'énergie, mais qui ne fait que commencer. Et puis, on a une récession aux États-Unis en bonne et due forme, moins 5 sur le premier trimestre, moins 1 sur le second, enfin moins 0,9 sur le second. On est en plein dedans. Ce qui est logique, si vous voulez, c'est-à-dire que quand vous avez une inflation comme on a eu, même si vous maquillez les chiffres du chômage, vous avez de plus en plus de gens qui vivent dans la pauvreté aux États-Unis, et sachant que les 2 tiers, entre 60 et 66% du PIB, de la croissance du PIB, c'est la consommation. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour savoir que si les gens n'ont pas d'argent, alors après on vous dit oui mais c'est la confiance. Non, c'est pas la confiance, c'est ce que vous avez dans votre poche. Donc si vous n'avez pas d'argent, malheureusement vous ne pouvez pas consommer. Si vous ne pouvez pas consommer, vu que c'est ça aux 2 tiers le PIB, donc le PIB descend. Voilà. Donc point à la ligne. Après, on peut toujours dire que le PIB n'est pas une bonne mesure de la croissance. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, c'est aujourd'hui celui qui est admis. Travaillons avec celui-là. Aujourd'hui, nous sommes en récession aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes en récession en France. Alors, on bidouille les stocks, les variations de stocks, on bidouille le commerce extérieur, on bidouille. C'est très bien, mais c'est du bidouillage. D'accord ? Donc aujourd'hui, le fait est qu'on ne fera pas les 2,5% annoncés par Monsieur le maire, que pour l'instant, on a fait retraiter, on a fait moins 0,4, même presque moins 0,5 sur le premier trimestre, que le deuxième est probablement à 0,2 de hausse, voire peut-être 0,3 si on met les dépenses du gouvernement, etc. Parce que là aussi, il y a plein de questions qu'on pourrait poser sur le calcul du PIB. Vous savez que dans le calcul du PIB, vous avez, en France, vous avez le salaire des fonctionnaires. Donc il suffit de l'augmenter, quoi. Voilà, il suffit de le remonter. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est-à-dire que le Medicare, le système d'assurance sociale, eh bien, Medicare, c'est compté dans le PIB. Donc, si vous augmentez les montants à payer par les ménages américains de Medicare, eh ben, forcément, vous augmentez le PIB. Il y a des trucs comme ça qui sont effarants. Donc là, et en plus, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans des pays où il n'y a plus d'industriels. L'industrie, c'est assez facile à calculer, si vous voulez. Ce qu'elle produit, la valeur ajoutée d'une usine, c'est assez facile. En revanche, calculer en volume des services, c'est compliqué. Ça arrange bien, d'ailleurs, le gouvernement. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, dans la majorité des pays occidentaux, on est quand même très dans l'industrie du service plutôt que dans l'industrie. En France, il n'y a plus d'industrie, donc c'est réglé. Et donc, je vous dirais, le chiffre du PIB est très aléatoire. Voilà. D'autant plus que quand on déflate, quand on enlève l'inflation, on est déjà en récession, quoi. Mais là, on est largement en récession. Le PIB réel, on est déjà en récession depuis un moment. On est largement en récession. Alors, cette inflation, il y a deux choses. Moi, j'avais dit il y a quelques mois, quand on était à 120, vous aviez beaucoup d'analystes qui étaient venus en disant « oui, le pétrole, ça va à 140, 150, etc. » Et j'avais dit « non, ça va à 70, 80 ». Pourquoi j'avais dit 70, 80 ? Tout simplement parce qu'il y a un moment où vous entrez dans une récession forte, et que quand vous êtes dans une récession forte, baisse de la demande, et à ce moment-là, chute des prix des matières premières, dont le pétrole en premier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le pétrole a reculé. Alors le pétrole fait partie des choses qui
pèsent sur l'inflation, hein, qui sont donc évidemment, vous avez des chiffres qui vont rebaisser un tout petit peu. Maintenant, on continue à faire les idiots avec la Russie, c'est-à-dire à coller des sanctions à la Russie. En fait, ce n'est pas des sanctions à la Russie qu'on se colle, c'est à nous qu'on se colle des sanctions, pour la bonne et simple raison qu'on ne colle pas des sanctions à un type qui a toutes les matières premières. Il s'en fout. Hein. Lui, il peut continuer à faire... D'autant plus qu'aujourd'hui, le gaz, enfin, les matières premières qu'on achète moins, entre guillemets, c'est l'Inde et la Chine qui oui, puis qui nous les refilent après. Enfin, c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer sur le gaz et sur l'énergie. On a coulé EDF. Alors, je voulais en parler après. Alors, EDF, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on oblige EDF à financer ses concurrents, qui sont d'ailleurs même pas des concurrents, puisque en fait, c'est des gens qui n'existent pas. C'est des gens qui sont là juste pour prendre du pognon, mais qui ne font rien. C'est pas eux qui créent l'électricité, c'est même pas eux qui la transportent. Eux, simplement, ont des droits qui leur permettent de recevoir de l'électricité d'EDF, pas cher, d'accord ? Je crois qu'on est à 42 € le mégawattheure. À un prix qui est fixé. Et le truc le plus drôle, c'est qu'on a augmenté cette quote-part. À 120. Bon. Et ça veut dire qu'EDF, qui ne les produit plus, est obligé de les acheter au prix fort au marché, les revendre à 42 balles à ses concurrents, qui les revendent instantanément sur le marché, au prix du marché. C'est quand même un truc génial. Alors, on précise, c'est l'AREN, hein, l'accès régulé à l'électricité d'origine. C'est quand même un truc de fou. Faut être complètement débile. Et pour le maintenir, alors vous avez l'Espagne et le Portugal qui sont sortis de ce truc. Résultat, ils ont une électricité qui est 5 fois moins chère que chez nous. Ça choque personne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, simplement, on donne de l'argent, mais c'est comme un distributeur de billets. Hein. On donne de l'argent à des 2-3 groupes qui se font beaucoup d'argent grâce à ce système, et qu'en plus on va payer plusieurs fois parce que l'électricité, le coût de l'électricité augmente pour nous parce qu'il y a ce système, et en plus on va refinancer EDF, on va recapitaliser EDF qui est en faillite, voilà, grâce à ça. Je voulais rebondir dessus parce qu'effectivement, alors il y a deux choses. On nous dit que EDF, le marché de l'électricité, on l'aurait apparemment libéralisé en mettant en place notamment l'AREN, le mécanisme du merit order, etc. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord que c'est pas vrai. Et deuxièmement, que la nationalisation d'EDF permettrait de régler les choses, alors qu'EDF n'a jamais été vraiment privatisé dans la réalité, quoi. Non, mais c'est surtout que si vous ne sortez pas de ce système débile, vous allez le poursuivre, mais avec un EDF nationalisé. Mais nationalisé, ça il est déjà 84%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est nous qui payons. Totalement. De toute façon. Bon, donc fin de l'histoire. C'est aberrant ce qui est en train de se passer. C'est aberrant. Alors là, on est sauvé. C'est une bonne nouvelle. Hein. On est sauvé. Madame Pannier-Runacher, je me méfie parce que je peux vriller sur son nom, je peux dire des bêtises, mais okay. Madame Pannier-Runacher nous explique que c'est pas grave parce que on va tous s'acheter des bagnoles électriques, on va tous les charger et ça fera une pile pour pouvoir redonner l'électricité à EDF. On nous prend pour des cons, mais alors à un point qui est juste extraordinaire. Mais ça a l'air de fonctionner en plus, puisque les gens sont bien gentils pour revoter M. Macron une deuxième fois. Ils n'avaient pas compris la première. Pourtant, ça faisait déjà 10 ans qu'on se le tapait, hein, le garçon, puisque je vous rappelle qu'il était ministre de l'économie de M. Hollande. Donc toutes les bêtises qui ont été faites avant, il est aussi responsable. La fermeture de Fessenheim, les 14 réacteurs qui devaient s'arrêter, alors maintenant il nous les remet. Mais en plus, comme si un réacteur,
c'était votre baignoire, si vous voulez. Donc, vous fermez le robinet, vous rouvrez le robinet, tout ça va bien se passer, en une journée, ça va être fait. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, et le patron d'ailleurs d'EDF a bien dit ce qu'il en pensait, et résultat, aujourd'hui, il pointe à la NPE. Donc, voilà, mais c'est la méthode de M. Macron. Non, on est géré par des imbéciles. On est vraiment géré par des imbéciles. On ne peut pas imaginer ce système électrique. C'est un truc, c'est surréaliste. Enfin, quand on regarde un petit peu en détail ce que ça donne, c'est surréaliste. Et là, on continue gentiment à être en fait indexé sur le prix du gaz, puisque c'est l'unité marginale produite qui détermine le cours. Pourquoi est-ce qu'on indexe ça sur le gaz? Il n'y a aucune raison. Et eux, ils ont une raison technique. Ça finance les énergies renouvelables puisqu'elles prennent la différence entre leur coût de production et le prix. Mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. C'est des trucs. On est en train de dépenser des centaines de milliards pour aller coller des ventilateurs là partout. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. D'accord ? Les panneaux solaires, ça ne fonctionne pas non plus. Surtout en plus dans nos régions, si vous voulez. On serait en plein désert. Et encore, plein désert, il y a du sable dessus, ça raye les panneaux photovoltaïques. Ça ne fonctionne pas. On a un truc qui fonctionne, qui s'appelle l'énergie nucléaire. Dépensons du pognon là-dedans. Maintenant, il faut les fermer, ils ont dit. Non, mais dépensons du pognon là-dedans. Si on avait dépensé le 10e de ce qu'on a dépensé pour installer les ventilos, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé, vous avez des boîtes qui n'attendent d'ailleurs que des financements pour passer au stade industriel, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé des choses pour recycler les déchets nucléaires. Je veux dire, c'est aberrant ce qu'on est en train de faire. C'était De Gaulle qui disait gouverner, c'est prévoir, mais là, il prévoit leur réélection, c'est tout. Exactement. Mais jamais plus loin. Donc, c'est juste catastrophique ce qui est en train de se passer. Or, il faut savoir que il y a quand même, là, on nous annonce, Madame van der Leyen nous annonce que c'est pas grave, on va se couper de la production. Je vous rappelle quand même que l'Allemagne ne peut pas s'en passer du gaz. D'accord ? Si Poutine coupe le gaz, l'Allemagne, c'est 3 jours. Hein. Terminé après. D'accord ? L'Allemagne disparaît, c'est-à-dire comme moteur de l'économie, l'Allemagne disparaît. Donc ça veut dire qu'il faut quand même bien que les gens comprennent que la croissance, le PIB, c'est quoi ? C'est la transformation de l'énergie. C'est pas autre chose, d'accord ? Sinon, on revient au Moyen-Âge. C'est nos bras. Et comme on a une démographie qui est un peu taquine, ça ne va pas durer très longtemps. Donc là, si Madame van der Leyen nous explique que on va faire des économies d'énergie et qu'on va baisser notre consommation énergétique de 40%, ben j'ai le malheur de lui annoncer que le PIB va suivre. Il va faire aussi moins 40%. Et je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, cette histoire. Alors, c'est peut-être finalement, il faut peut-être en passer par là. Peut-être que au final, c'est ça qui fera éclater l'Union européenne, qui fera disparaître Madame von der Leyen. Je propose d'ailleurs qu'on la jette dans une géole et qu'on perde la clé. mais je pense que les industriels allemands, d'ailleurs on commence à en entendre certains, les industriels allemands qui sont des gens pragmatiques, hein, au bout d'un moment, ils vont sortir cette folle. Parce que il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'ils vont pas. Je crois que c'est le patron de BASF qui a dit à un moment, il faut arrêter. D'accord ? Parce que là, on va plus travailler, on va fermer. Donc, on en est là. C'est-à-dire que vous avez tranquillement le ministre de l'économie allemand qui, en plus, alors je ne sais pas si je parle pas allemand, donc je ne sais pas si
la traduction était bonne, mais si la traduction était bonne, c'est un neuneu. Enfin, il y a pas d'autre. Enfin, c'était très curieux ce qu'il racontait. Hein. Bah non, l'entreprise, elle va plus faire de chiffre d'affaires, elle va fermer, mais c'est pas une faillite. D'accord. Alors c'est quoi une faillite? Il était très étonnant ce garçon, mais enfin il expliquait quand même que bah, toutes les PME, etc., allaient faire faillite en Allemagne. Tranquille, comme ça. Il est ministre de l'économie et il vous annonce que bah, ça y est, c'est fini, quoi. Fin de l'histoire. Donc il y a quand même des choses qui sont aujourd'hui où on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. Mais je vous dis, si on continue comme ça et si à un moment vous avez la Russie qui vraiment met fin aux livraisons de gaz et de pétrole, ça va faire extrêmement mal. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que ce qu'il faut bien que les gens comprennent, et ça j'ai peur qu'ils ne le sachent pas forcément, vous ne pouvez pas échanger une source d'énergie contre une autre comme ça en claquant des doigts. Ça n'existe pas. D'abord parce que si vous voulez remplacer le gaz russe, c'est construction de 5000 méthaniers. Les 5000 méthaniers, ce n'est pas des pirogues, hein. Ça ne se fait pas en 3 jours. Hein. Donc c'est des trucs extrêmement longs et ça veut dire que 5000 méthaniers font des allers-retours comme ça entre les États-Unis et l'Europe tout le temps, d'accord, sans jamais faire une pause. Ça veut dire aussi qu'on importe quoi? On importe du gaz de schiste, qui est quand même une grosse saloperie hein, en termes écologiques. Mais là, ça ne gêne plus personne. Donc, et enfin, quand le méthanier il arrive, il faut que le port qui l'accueille soit capable de détendre le gaz. C'est-à-dire que c'est du gaz liquide, et il va falloir qu'il le passe en gaz gazeux pour le passer dans les tuyaux. Ça ne se fait pas comme ça, c'est des milliards d'investissements, c'est des années. Pétrole, même chose. Le pétrole, il faut savoir que quand vous construisez une raffinerie, la raffinerie, elle est capable d'accepter certains types de pétrole, avec certains types de soufre, de taux de soufre dedans. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire « Ok, je me passe du pétrole arabe, je me passe du pétrole russe, et puis je prends que du pétrole de schiste américain. » C'est juste pas possible. Il faut reconstruire une autre raffinerie. Construire une raffinerie, ça ne se fait pas en 3 jours non plus. Donc voilà, fin de l'histoire. Donc tout ça, c'est de l'enfumage, c'est de la com. Je ne sais pas qui ou quoi est derrière cet esprit nébuleux de cette pauvre femme, mais il faut l'arrêter. Il faut vraiment l'arrêter, parce que ça va se finir mal. Alors justement, en parlant de gaz, de matières premières, etc., en ce moment, ils veulent nous mettre 3 types de plafonnement. Donc on aurait celui du gaz par rapport au merit order dont on parlait, c'est-à-dire que les prix de l'électricité sont fixés par rapport à la dernière unité appelée. Donc ça voudrait dire qu'on dit, par exemple, on achète 200 € le mégawattheure de gaz, et si la Russie n'accepte pas de nous le vendre à 200 €, ben, il va falloir lui imposer, en gros, hein, ce qu'on nous dit. Ensuite, qui va accepter de nous vendre un gaz à 200 € alors qu'on pourrait le vendre 600, par exemple, hein. Ensuite, on a le bouclier tarifaire à 15% pour 2023. Donc, indirectement, qui va payer? Et on aurait aussi un plafonnement à 180 € le mégawattheure pour les revenus des producteurs d'électricité, nucléaire, biomasse, etc. C'est-à-dire une taxation de leur surprofit, entre guillemets, quoi. Alors, les plafonnements, c'est comme s'asseoir sur une cocotte minute. Pareil. D'accord? Donc, vous asseyez sur une cocotte minute hein, et puis vous déverrouillez la cocotte minute hein, quand elle sera bien chargée en gaz et vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous allez traverser le plafond. C'est exactement ça. Et puis surtout, qui paye la différence?
Alors, évidemment, ils vont vous dire, c'est l'État. C'est l'État qui vous fait cadeau. L'État, c'est qui? Mais Hollande, il avait dit, c'est pas cher, c'est l'État qui Oui, mais oui, non, mais d'accord. Enfin bon, l'État, c'est qui? C'est nous. Donc, de toute façon, vous payez. Donc, le plafonnement c'est une idiotie. Alors, ça ne m'étonne pas de Bruno Le Maire, hein, mais c'est une idiotie totale. Quand vous plafonnez, eh bien, qui va payer la différence? C'est le contribuable. Donc, voilà, après, vous pouvez toujours vous dire, bah oui, mais c'est réparti sur... Ouais, d'accord, c'est réparti sur l'ensemble des contribuables. Mais enfin, bon, c'est quand même réparti sur vous. Sauf quand les taux remontent et que la charge de la dette augmente également. Parce que indirectement, il va falloir le payer au travers de la dette. Hein, s'il y a pas de oui, alors, si vous voulez, moi, sur la dette, je suis assez tranquille, et je vais vous dire pourquoi. Tout le système est basé sur la dette, depuis 20 ans. On ne fait que ça. La dette, c'est le nouveau pétrole, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, le slogan, il y a quelques années, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ben là, c'est on n'a pas de pétrole, mais on a de la dette. Bon. Et on finance une illusion de croissance par cette dette. Sauf que là aussi, si vous voulez, au final, il y a bien quelqu'un qui paye, d'accord? C'est pas un Chinois très très riche avec un gros chéquier qui arrive et ou des extraterrestres qui vont payer l'addition. L'addition, elle va être payée par nous. Bon. Et donc, on est rentré dans un truc où il n'y a pas de sortie par le haut possible. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas, au-delà d'un certain taux de dette, comme vous n'avez en plus de croissance du tout, eh bien, vous savez que vous n'allez pas pouvoir la rembourser. Donc, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils sont, je pense, en partie ravis de ce qui se passe sur l'inflation, parce que c'est un bon moyen de la rembourser. Mais ce que je crois, c'est qu'on est... Alors moi, j'avais appelé ça, il y a déjà assez longtemps, j'avais dit, il va y avoir en fait 3 phases. D'abord, la japonisation des banques centrales. Toutes les banques centrales vont faire la même chose que le Japon. Et ensuite, on aura, et là on l'a eu, on aura la soviétisation de l'économie. Et ensuite, on aura la libanisation de l'économie, ce qui est beaucoup moins drôle. Le plan a l'air de se dérouler bien sans accroc, il n'y a pas de sujet. Donc, la japonisation, c'est fait. Et la japonisation, c'est quoi? C'est pas de rétro-pédalage possible. Hein, on l'a vu pendant des années. Alors, ils en sont, je sais pas, 15e ou 16e QE, hein, quantitative easing. Quantitative easing, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à acheter des obligations sur le marché, en croyant que acheter des obligations sur le marché va relancer la croissance. Alors, je ne sais pas quel esprit malade a décidé de ce genre de choses, parce que c'est totalement ahurissant. Je vous expliquerai après pourquoi ça ne peut pas relancer quoi que ce soit, sauf peut-être engager un gars pour appuyer sur un bouton pour acheter des obligues, mais c'est absolument tout ce que ça peut faire. Or, tout le monde a cru que ça allait faire baisser le chômage, que ça allait relancer l'inflation, que ça allait relancer la croissance, etc. Bon, je ne sais pas par quel biais, mais enfin bon. Et on l'a vu au Japon, non seulement ça n'a jamais relancé l'inflation, deuxièmement, ça n'a évidemment jamais relancé la croissance. Le chômage, ce n'était pas un problème chez eux puisque la population japonaise est en train de diminuer tous les ans et qu'ils ont une population qui est ultra vieillissante. Donc, ce n'était pas le sujet, le chômage, mais ça n'a jamais relancé quoi que ce soit. Et à chaque fois que les taux remontaient, parce que de temps en temps, quand même, ils voulaient faire illusion. Alors, de temps en temps, vous aviez M. Kuroda, qui était le patron de la Banque centrale, et qui venait devant les caméras et puis qui disait « Bon, les gars, on va essayer quand même. Hein,
on va ralentir un peu nos achats d'obligations, on va ralentir un peu la planche à billets, et bon, rassurez-vous, hein, ça va se faire lentement, etc. Qu'est-ce qui se passait? Le lendemain, les obligations se cassaient la figure, donc les taux commençaient à monter, repasser en positif. Et puis là, qu'est-ce qu'il faisait, M. Kuroda? Il revenait devant les caméras, il disait « Ah, on s'est mal compris. Hein. Ah non, non, non. Non, non, bien sûr, j'arrête pas. Qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Mais non, mais pas du tout. Non, j'étais bourré, j'avais abusé du saké et j'étais pas bien. Non, j'ai dit des bêtises. Non, non, bien sûr, je vais recommencer. » Et qu'est-ce qu'il faisait? Il recommençait. Et à ce moment-là, les taux repassaient en dessous de zéro. Quand vous avez une dette aujourd'hui, comme au Japon, 300% du PIB, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas. Si vos taux montent de 1, ben ça vous fait 3% à payer. D'accord? Puisque vous avez 300%. Bon. Donc, vous ne pouvez pas. Comme vous n'avez pas la croissance en face à mettre, bon, ben, c'est fin de l'histoire. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est dans la même situation aujourd'hui dans tous les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on a tous abusé de la dette. On a tous fait n'importe quoi. Monsieur Macron en premier, 600 milliards, je vous rappelle. Et en fait, si vous calculez bien, ce n'est pas 600, c'est 800. Donc, je serais lui. Je disparaîtrais. Parce que franchement, j'aurais honte. 800 milliards de plus. 800 milliards de plus, c'est gigantesque. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous êtes... Alors, ils vont vous dire que la France n'est endettée qu'à 120%. C'est pas vrai. D'accord? Si vous recalculez un petit peu les choses, sans être en plus... tout à fait exhaustif, parce que si vous êtes tout à fait exhaustif, on est très très loin du compte. Mais si vous prenez vraiment la dette de l'État au sens primaire du terme, vous êtes aujourd'hui pas loin de 160%. Je vous rappelle que c'était le taux de la Grèce en 2011, 160%. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on ne laissera pas, les banques centrales ne laisseront pas les taux remonter. Et comment elles font pour ne pas laisser les taux remonter? Eh bien, elles refont un quantitative easing, elles achètent la dette, et elles achètent la dette en faisant quoi? En imprimant des billets, parce qu'il faut bien quand même qu'elles l'achètent avec quelque chose. Et donc, en fait, elle achète de la dette elle va acheter de la dette à tour de bras pour remettre les taux, alors je ne dis pas à zéro forcément, mais sur des taux bien plus bas que les taux actuels, parce qu'elle sait très bien que sinon c'est la fin. C'est-à-dire qu'une Italie avec le taux d'endettement qu'elle a, une France avec le taux d'endettement qu'elle a, un Portugal, c'est pareil, ils ne peuvent pas supporter des taux à 4%. Donc, vous verrez que la Banque centrale retournera sa veste. Alors, elle vous dira que c'est la récession, etc. Je ne sais pas quel prétexte elle prendra, ou que M. Zelensky a repris ses émissions où il jouait avec son sexe du piano. Je ne sais pas ce qu'ils prendront comme prétexte, mais ce que je sais, c'est qu'ils le feront. Et aux États-Unis, ça sera pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment... regardez ce qui s'était passé fin 2018, début 2019. C'était la même chose. Vous aviez à ce moment-là Powell qui disait on peut se permettre des taux à 3,5 parce que la croissance est là, parce qu'elle est forte, parce que, etc. Octobre 2018. Décembre 2018. Oui, alors, 3,5, ça pique un peu. Alors, on va refaire un QE. Et puis on va faire tourner la planche à billets. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un an plus tard, on était à zéro quasiment sur les taux américains. Bon, voilà. Donc, et au moment de remonter les taux, les marchés ont chuté aussi. Oui, mais parce que aujourd'hui, alors, vous savez que les banques centrales, avant, on disait qu'elles étaient data dépendantes. C'est-à-dire qu'en fait, elles dépendaient des chiffres macroéconomiques et qu'elles prenaient leurs décisions par rapport aux chiffres macroéconomiques d'inflation, alors pour les États-Unis de croissance.
pour la BCE que d'inflation normalement. Et donc, en tout cas si on suit les statuts, ce qui n'est pas souvent le cas, mais enfin bon, on peut toujours rêver. Et donc, vous aviez des banques centrales qui étaient data dépendantes. Maintenant, elles ont tellement acheté, et puis pas que des obligues, elles ont acheté des obligues corporate, donc des obligues de boîte, elles ont acheté des actions, alors que ce n'était pas leur boulot, hein. Une banque centrale, normalement, elle ne devrait pas avoir d'actions, mais elles ont acheté des actions, elles ont acheté des indices. Donc aujourd'hui, elles sont quoi? Elles sont plus data dépendantes, elles sont market dépendantes. C'est-à-dire que si vous avez un gros repli de 30, 40, 50%, ben vous avez automatiquement la banque centrale qui intervient, parce que sinon la banque centrale, elle dépose le bilan. Et ça fait des ordres quand même, une banque centrale qui dépose le bilan. Ça commence à sentir pas bon. Donc évidemment, alors vous allez me dire, elle ne peut pas déposer le bilan puisque c'est elle qui a l'imprimante et que donc elle a la planche à billets, donc elle ne peut pas. Mais techniquement, si. Voilà. Donc, il y aurait une perte de confiance dans la monnaie, etc. Et oui, donc en fait, pour moi, elle fera exactement ce qu'elle doit faire, nos limites, parce que au final, ils se disent, on aura de l'inflation peut-être et un écroulement de la monnaie, mais finalement, ça nous arrange pas mal parce que sinon, l'autre solution, c'est quoi? L'autre solution, c'est le défaut. Et le défaut, politiquement, c'est pas facile, hein. Le défaut, ça veut dire que vous faites comme moi là aujourd'hui, vous venez face aux caméras et puis vous dites je rembourse pas. Voilà. Et je rembourse pas, ça veut dire la faillite pour beaucoup de gens. Ça veut dire perdre des sommes colossales pour beaucoup de gens. Parce que ne croyez pas que seul Bernard Arnault sera touché. C'est-à-dire que de la dette, il y en a absolument partout. Tous vos contrats d'assurance vie, c'est de la dette. Tous les produits bancaires, c'est de la dette. D'accord? Donc ça veut dire que si vous faites défaut, vous plantez tout le monde, hein. Donc il y a des gens qui ne vont pas être contents. Et justement, par rapport à déposer le bilan, enfin, la banque centrale qui déposerait le bilan, on a eu un petit peu moins aujourd'hui quand même, on entend un petit peu moins, mais on a entendu surtout en 2020, 2021, quand les dettes ont explosé, etc., on nous a parlé d'annuler la dette. Ah oui, ça c'est le grand truc de certains rigolos qui ont toujours le mot pour rire. Annuler la dette. Et annuler la dette, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, alors après, ils nous ont dit, ouais, non, parce qu'ils se sont aperçus quand même que c'était un peu gros. Hein, donc, ils sont revenus dessus. Puis ils ont dit, l'annulation de la dette, c'est la dette qui est achetée par la Banque centrale. Donc, qui est dans la Banque centrale. Donc, comme c'est dans la Banque centrale, que la Banque centrale, c'est un peu l'État, que bon, etc., donc finalement, pourquoi pas, hein? Et puis, ça n'aura pas d'impact. Eh bien, si, ça aura un impact. Alors moi, je m'amuse toujours quand j'ai ce genre de type devant moi, je leur dis, écoutez, je crois que la BCE détient à peu près 20 à 25% de la dette européenne. Donc je dis, pourquoi se limiter à ça, hein? La BCE achète toute la dette, puis elle l'efface. Puis ça va bien se passer, puisque ça n'a pas de conséquences à 25, je ne vois pas pourquoi ça en aurait à 100. Donc, et à ce moment-là, j'ai une super bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent. Il n'y a plus d'impôts. Pourquoi payer des impôts? D'accord? Donc, on a trouvé le mouvement perpétuel, les gars, c'est super, hein? Donc, l'État ne fonctionnera désormais plus que comme ça, c'est-à-dire qu'il émettra de la dette, que la BCE rachètera la dette de tous les États, d'accord, et qu'il ne se passera absolument rien, hein, et que donc on peut arrêter tous de payer des impôts dès demain matin. En plus, c'est la période. Hein, on payera juste une hyperinflation de fou.
Ah mais non, tout ira bien, tout ira très très bien. Donc alors, et même si alors on va pousser encore un petit peu plus le raisonnement parce que c'est quand même sympa, ben je vous annonce qu'on va mettre un revenu universel à 20 000 € par mois. Non, 20 000 € par mois à tout le monde, parce que après, il y en a certains qui parlent de 1500, 2000. Enfin, c'est pas assez, 1500, 2000. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 1500, 2000 20 000 20 000 De toute façon, on a trouvé le truc, donc il n'y a pas de problème. Non, enfin, vous voyez bien que c'est débile. Bon, donc voilà. Mais vous trouverez toujours à chaque fois un couillon pour trouver une idée débile en vous disant, ça y est, j'ai trouvé la martingale. Ok, pas de problème. Faisons-le. Ça va bien se passer. Et justement, par rapport comme a dit Darmanin, c'est pas ça? Oui, ça va bien se passer. Voilà. Effectivement, par rapport à l'euro, on disait donc l'euro a perdu 15% depuis le début de l'année, 20% par rapport à un an, hein, si on prend en glissant. Powell a eu le courage de faire un petit peu son mea culpa, qui s'était trompé. Christine Lagarde, évidemment, toujours pas. En plus, on a un décalage entre le fait de mettre le QT, hein, c'est-à-dire l'inverse du QE, réduire la taille du bilan de la Fed. On a à peu près 5 mois de décalage avec la BCE, une remontée des taux. Mais je vous ai dit, en plus, les Américains, contrairement à ce qu'on croit, s'en foutent complètement d'avoir un dollar fort. Ils exportent rien. Ils s'en tapent complètement. Regardez le déficit commercial américain. Alors tout le monde me dit, ah oui, non, mais tu te rends compte, ils vont jamais supporter d'avoir un dollar aussi fort. Pourquoi? Ils exportent majoritairement. Ouais. Donc, alors après, ils peuvent faire des déclarations, des grandes déclarations en disant qu'ils vont faire rebaisser leur monnaie. Non, ils ne vont pas faire rebaisser leur monnaie et leur monnaie va continuer à monter. Et l'euro, enfin, je veux dire, aujourd'hui, qui peut penser une demi-seconde que l'Union européenne nous a apporté le bonheur qu'on nous avait promis, hein. Je vous rappelle le pitch de la création de l'euro, hein. Plus de chômage, une croissance démultipliée, le bonheur entre les peuples, plus de guerre. Et c'est le cas. Je sais pas, moi je vois du chômage de façon ahurissante, je vois une multiplication de la pauvreté, je vois une hyperinflation, je vois une monnaie qui s'écroule, je vois une croissance qui est extrêmement faible. Hein, en Europe et depuis un moment, et encore c'était tiré par l'Allemagne, mais ça va plus l'être, donc je vois une croissance extrêmement faible. Il n'y a pas eu un truc là, il y a quelques années, en Yougoslavie, etc. Bon. Et bien sûr que non, l'Europe ne garantit pas la paix. Ce qui garantit la paix, c'est que, je vous rappelle qu'on a l'arme nucléaire qui est dissuasive et qui fait que plus personne n'a envie de se taper sur la gueule, en gros. Hein. Donc c'est ça le sujet. Donc l'Europe n'a absolument rien à voir là-dedans. Et je vous rappelle la crise grecque, le Portugal, l'Espagne, etc. Donc je vois pas bien le truc. Et l'euro qui est une aberration. C'est-à-dire, vous ne collez pas la même monnaie à un Grec et à un Allemand. C'est idiot. Et les mêmes taux d'intérêt, et la même banque centrale. C'est idiot. Donc voilà, on sait que ça marche pas. Ils sont accrochés à ça, on sait que ça marche pas. Et au final, le fait d'avoir la même monnaie, ça vous a apporté quoi? Pas être obligé de faire de change quand... Sérieux. Vous faisiez pas du change quand vous alliez en Angleterre? Et alors? Ça vous perturbait beaucoup? Bon. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais que quelqu'un qui est un européiste m'explique les avantages
d'avoir une von der Leyen non élue, c'est-à-dire une espèce de mafieuse aux commandes. Et qui, aujourd'hui, alors ça c'est extraordinaire, parce que c'est les derniers trucs que j'ai vus, aujourd'hui, fait ses courses avec la carte bleue de l'Europe. Parce que l'Europe, je vous le signale, c'est un pays. Ça y est pas. Ah bah, donc elle s'achète quelques petits F-35, elle s'achète... Non mais c'est un truc de fou. Mais qui lui a donné ce pouvoir-là? La fille, elle est là, elle est en train de faire ses courses, sauf que c'est pas sa carte bleue, c'est la nôtre. Juste. Et moi, je suis pas d'accord pour que Madame von der Leyen se paye des petites robes bleues et jaunes pour parler devant le Parlement avec ma carte bleue. J'ai pas du tout envie. Voilà. Donc non, on a un vrai problème. On a une perte totale de souveraineté, on a une perte on a une perte de pouvoir d'achat, on a une perte de croissance, tout ça dû à l'Europe. Et on nous explique que c'est merveilleux et que si ça n'a pas marché, c'était comme le communisme, si ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'Europe. Donc on va vous en mettre encore un petit peu plus. Du coup, pour terminer, le mot de la fin, si aujourd'hui on regarde, on a les spreads de taux d'intérêt qui remontent entre l'Allemagne et l'Italie, donc on a ce problème de fragmentation entre les pays de la zone euro, premièrement, et deuxièmement, une inflation qui explose. Et donc, on a la BCE qui est un peu dans un dilemme. Futur de l'euro, selon vous? Le futur de l'euro, c'est de continuer à descendre assez rapidement. Et je vous dis, un éclatement de l'Union européenne qui ne sera pas d'ailleurs forcément déclenché par une Italie ou par un pays, vous savez, du Club Med, mais peut-être par l'Allemagne. Peut-être par l'Allemagne, peut-être par les Pays-Bas, peut-être par les industriels, c'est-à-dire ceux qui font quelque chose de leur vie, pas Madame von der Leyen, donc qui travaillent et qui n'ont pas envie que de déposer le bilan parce que Madame von der Leyen l'a décidé. Voilà. Et du coup, comment se protéger, entre guillemets, si on avait... Sortir de la zone euro et sortir de l'euro. Et en termes d'investisseurs? Eh ben, je vous dis, sortir de la zone euro et sortir de l'euro, c'est-à-dire, vous avez aujourd'hui d'abord d'autres devises qui sont moins à risque que l'euro, et vous avez des investissements que vous pouvez faire dans ces devises-là, mais surtout quitter la zone euro et quitter l'euro. L'air de rien, enfin. Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est leur monnaie. Et donc, ils vous disent, moi, j'avais 1 million à la banque, j'ai toujours 1 million. Oui, d'accord, vous avez toujours 1 million, mais votre million, il achète 15% de moins. Voilà, c'est clair. Donc, vous avez perdu, en réalité, vous avez perdu 15%. C'est-à-dire que vous êtes passé d'1 million à 850 000. La réalité, c'est ça, hein. Donc, c'est pas rien, hein, c'est pas rien 15%, c'est pas rien 20%. Donc, et surtout que ça va continuer. Donc, mettez-vous dans cette optique que ok, c'est votre monnaie, mais vous avez aujourd'hui des monnaies qui sont bien plus solides que ne l'est l'euro, même si tout le monde va vous dire oui, mais le dollar, les pays se dédollarisent, etc. Donc, et puis ils font des quantitative easing, ils font tourner la planche à billets, donc c'est pas une bonne idée. Ça reste quand même encore une bonne idée parce que le dollar c'est l'actif le plus liquide au monde et que moi à chaque fois on m'annonce la fin du dollar. Sauf que le dollar aujourd'hui, il est 20% plus haut contre l'euro. Donc, s'il y a une monnaie dont il faut se défaire, c'est bien l'euro, c'est pas le dollar. Et pour terminer, je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez 3 livres à recommander? Et non. Une citation, pas de
J'ai pas 3 livres à vous recommander parce qu'en ce moment, j'ai absolument pas le temps de lire, donc sauf que des trucs économiques et qui sont pas marrants. Donc non. Et puis 3 conseils. Allez, on Fichez le camp de l'Union européenne, au moins bancairement parlant, et fichez le camp de l'euro. Voilà. Donc c'est 2 conseils, mais c'est 2 bons conseils. Merci beaucoup et bonnes vacances du coup. Non, je ne repars pas en vacances et merci à vous.